platine a pris 100% en 6 Très mois. rapidement. Je suis rentré au mois de mai et je suis sorti le mois dernier. C'est de la folie. Ah, le Il y a compte courant, 700 milliards d'euros des Français qui sont sur des comptes courants non rémunérés. La bonne nouvelle là-dedans, tout le monde peut le faire. Et j'ai jamais vu autant de personnes se mettre à la bourse. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Chéron. Nicolas Chéron, c'est un stratégiste boursier, passionné des marchés financiers, 20 ans d'expérience en bourse, donc il en a vu et il va nous partager son retour d'expérience. Aujourd'hui, il transmet son expérience, son savoir sur les réseaux sociaux. Vous le trouvez un petit peu partout, sur n'importe quel réseau social, il y a Nicolas Chéron. Il réunit 360 000 followers à l'heure où je vous parle parce que ça croît énormément de mois en mois. Et aujourd'hui, il va nous parler de sa stratégie d'investissement, de son allocation d'actifs. On va rentrer dans le détail, dans quoi il investit, comment il investit. Bienvenue Nicolas, je suis ravi de t'accueillir. Également, merci beaucoup pour cette invitation, content de te retrouver. On se croise régulièrement par réseau interposé. On Oui. s'était croisé une fois très rapidement lors d'un événement, donc je suis ravi de t'avoir un peu plus longuement aujourd'hui. Et avant de démarrer, que tu nous parles un peu de ta stratégie d'investissement, ton allocation d'actifs, moi j'avais une question, c'est quoi un stratégiste boursier ? Alors, je dirais que tu as tout type d'acteurs qui parlent des marchés financiers. Tu peux avoir le journaliste qui va tout simplement reprendre des brèves et faire de la communication financière sur des groupes. Tu as l'analyste qui va être un peu plus dans l'analyse d'un secteur, d'un marché, d'une classe d'actifs et qui va faire un état des lieux. Et le stratégiste, il va amener une dimension de stratégie, tout simplement. C'est-à-dire que je vais analyser, par exemple, à un moment donné, que les métaux précieux sont intéressants. Qu'à l'intérieur des métaux précieux, je trouve que le platine pourrait, par exemple, faire un rattrapage. Et je vais donc mettre en avant une possible stratégie. Une stratégie, c'est quoi ? Généralement, c'est une entrée, une invalidation et un objectif de prix. Donc on touche déjà au trading à ce moment-là. Au trading ou à l'investissement, parce que Là, je te parle de la stratégie sur le platine. C'était une stratégie qui était censée pouvoir durer plusieurs trimestres, voire plusieurs années. C'est une stratégie que j'ai mise en place il y a 6 mois. Et là où je vais peut-être plus loin que d'autres, c'est que j'explique cette stratégie comme une idée d'investissement que je vais faire moi-même. Voilà, donc que tu documentes. Je vais expliquer de A à Z pourquoi je pense qu'il faut être placé sur les métaux précieux, pourquoi je pense que le platine peut tirer son épingle du jeu de par ses différentes qualités et tous les secteurs dans lesquels on peut avoir besoin de lui. Pourquoi aussi je suis un fan d'analyse graphique. Le platine était comprimé depuis 2-3 années et avait donc un potentiel d'appréciation assez punchy. Et je vais dire, voilà, je me place moi-même. Je vais même expliquer la plateforme par laquelle je passe. Le comment tu fais pour concrètement y investir. C'est ça. En l'occurrence, j'ai un partenaire qui s'appelle Gold Avenue qui est spécialisé dans les métaux précieux et qui permet d'acheter des onces de platine. Donc, j'ai acheté des onces de platine et je les ai gardées quelques mois. Alors, j'ai eu de la chance sur cette stratégie, c'est-à-dire que c'était une stratégie où je visais une appréciation du platine de 80 à 100% l'espace de plusieurs années. C'était une stratégie où je pensais garder la position pendant 4 ou 5 ans. Mais avec l'appréciation des métaux que tu as pu constater ces derniers mois, le platine a pris 100% en 6 mois. Très rapidement. Donc en fait, je suis rentré au mois de mai et je suis sorti le mois dernier. On pourrait dire coup de génie ou coup de chance ? Coup de chance dans le sens où cette extrême volatilité est très très rare. Je pense que le facteur chance de toute façon fait partie inhérente de toute stratégie sur les marchés financiers. Et après, fonction de si tu traites un actif de qualité sur une bonne zone de prix, avec la bonne plateforme, la bonne solution, tu vas augmenter ta probabilité de réalisation de gains. Mais rappelons qu'en bourse, quand tu fais plus ou moins du trading, du swing trading ou même du moyen terme, tu peux ne gagner que dans 50% des cas. L'important, en fait, c'est de potentiellement gagner 2 à 3 lorsque tu risques 1. Du coup, plus le temps passe,
À la fin de l'année, tu as fait 10 stratégies, tu en as gagné 5, tu en as perdu 5, mais quand tu perds 1. Quand tu gagnes 2, voire 3. Et donc, tu vas avoir une appréciation progressive de ton portefeuille. Et pour construire une stratégie, sur quoi tu t'appuies? Tu t'appuies sur des fondamentaux, du qualitatif, mais aussi sur de l'analyse graphique, là, comme tu le mentionnais? C'est un mix entre de l'analyse de sentiments. Quand on dit le sentiment, c'est par exemple de voir que sur les métaux, tout le monde en parle. Donc il y a une sorte de hype, Ouais. un effet de mode, de la volatilité. On en parle dans les médias. Donc tu vois, quand l'or est à $2 000, personne n'en parle. Quand l'or passe les $3 000, on commence à en parler. Quand l'or arrive à $4 000, On n'entend que tout ça. le monde en parle. Donc à ce moment-là, ça déclenche chez moi, qui suis très présent sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de veille. Je suis abonné à beaucoup de newsletters françaises. Je lis aussi pas mal d'Américains sur les réseaux sociaux ou les sites internet. Ça va éveiller chez moi un petit warning. Ah, ça, c'est une thématique à la mode. Tout le monde en veut. Mais je trouve l'or à ce moment-là trop cher. Donc, je vais regarder les autres métaux. Il se trouve que, historiquement, tu as l'or qui donne le là, ensuite l'argent qui le suit, et parfois tu peux avoir des rattrapages du platine et du palladium. En fait, c'est ce qui s'était passé en 2010-2011, lorsqu'on avait une flambée des métaux. Donc là, je vais analyser le sentiment, regarder les fondamentaux, voir qu'on utilise du platine dans l'industrie automobile et que le platine, par exemple, avait énormément souffert parce que tout le monde pensait qu'on allait arrêter de faire... qu'on allait tous passer à la voiture électrique, sauf qu'on ne va pas le faire avant une dizaine d'années, je pense. Tu regardes aussi les domaines d'application. Ouais. Le platine est par exemple utilisé dans l'hydrogène, enfin dans le stockage d'hydrogène. Okay. C'est utilisé dans la joaillerie aussi. Et ça rentre dans la diversification des métaux précieux, puisqu'il est classé dans les métaux précieux avec le palladium. Donc tu as le sentiment, tu as les fondamentaux qui tirent, avec des achats de géants, mais aussi des achats de particuliers qui se diversifient, avec des pays qui en demandent énormément, comme l'Inde et la Chine. Tu regardes les secteurs qui sont susceptibles de l'utiliser. Est-ce qu'on est dans un marché déficitaire ou pas? Tendu. Tu regardes les chiffres des grands acteurs, des mines, du secteur. Et puis à ça, je vais ajouter une dimension analyse graphique. En fait, le platine et le palladium étaient sur une énorme zone de soutien des 10-15 dernières années. Ça veut dire que le timing d'intervention était intéressant, puisqu'on était sur un support. Qui dit zone d'intervention dit invalidation proche, en fait. Okay. Donc, ça veut dire que si ça ne se passe pas bien, tu vas pouvoir sortir de ta position, prendre ta perte parce que ton scénario ne s'est pas déroulé. Et l'analyse graphique va te permettre de définir un seuil technique au-dessus duquel tu vas rentrer parce que ça y est, tu sens que le signal est en train d'être donné. Donc, sentiment, fondamental, technique, tout ça. Et c'est le mix de cette approche qui te fait ta stratégie, qui te fait tes points d'entrée, éventuellement tes points de sortie et ta direction. C'est ça. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de ta stratégie d'investissement ou plutôt de cette notion d'allocation d'actifs? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as une allocation d'actifs type à nous partager. Alors moi, ce que je préconise et que je fais, mais je te dis que je fais parce qu'elle évolue. Voilà. On va dire que j'ai le défaut de mes qualités, c'est-à-dire que celui qui regarde la bourse tous les jours, malheureusement, il a tendance à vouloir un petit peu bouger le curseur, alors qu'on sait, toi et moi, qu'à la limite, moins on touche le curseur, mieux c'est. Oui. Ça veut dire que lorsque je vais renforcer mes positions sur les métaux, ma poche des métaux va devenir un peu plus importante que d'habitude. Lorsque je sens que les cryptos sont un peu trop valorisés et qu'il y a un risque de correction, je vais un peu alléger cette poche-là. Mais globalement, c'est le 70-20-10. Donc 70 actions ETF, 20 métaux précieux, parce que j'adore ça, et 10, c'est la partie spéculative crypto-monnaie. Voilà. Donc ça, c'est la poche marché financier. C'est un peu mon cœur de métier, mon dada, c'est des actifs. Toi, c'est ton guide, ça, c'est ta stratégie. Tu essaies de coller, même si, bien sûr, elle évolue au gré de ce que tu viens d'expliquer. Mais en gros, c'est ton allocation d'actifs un peu cœur, cible pour ton portefeuille. Oui. Et on parle très souvent d'allocation d'actifs, mais avant d'arriver à l'allocation d'actifs, il faut aussi regarder une case au-dessus. Nous sommes dans un pays très taxé, avec des particularités spécifiques, mais on est aussi
Alors, je ne vais pas dire qu'on est un paradis fiscal, mais Ça serait osé. on est un pays où il y a pas mal de poches à disposition. Voilà, et où tu peux avoir Des enveloppes fiscales un compte titre, un PEA, un PEA PME, une assurance vie luxembourgeoise, un PER. Et aujourd'hui, moi, j'ai un peu toutes ces poches-là. Et si tu veux même aller encore plus loin, un cran au-dessus, ce qui est en train de m'arriver, moi, là, à 40 ans, c'est que tu ne regardes plus ton allocation qu'à toi, mais de ton couple. Bien sûr. Voilà. Ma femme, médecin, commence à investir. Elle a aussi un compte titre, un PEA, une assurance vie luxembourgeoise. Donc tu regardes un peu dans la globalité de tout ça. C'est ça. Si elle ouvre un PEA, PME et qu'elle commence à avoir une partie action assez importante là-dessus, on va voir dans l'ensemble du couple si on n'est pas en train de déséquilibrer un petit peu la chose. Si on regarde ton 70-20-10, si on prend ce 70%, action, comment est-ce que tu l'animes, ça ? Comment est-ce que tu es investi à l'intérieur de ce 70% action ? Il y a à peu près 20%, c'est du court terme, c'est du trading. Okay, c'est du trading. C'est la poche qui m'est propre parce que j'ai été formé à ça, j'ai travaillé chez des courtiers sur l'échange, sur les produits CFD, je suis passionné de stratégie, de court terme, et quand tu passes ta journée devant les marchés, tu as tendance à vouloir cliquer. C'est le côté un peu gambling, un peu jeu. Oui, c'est le côté qui nourrit ton côté, qui nourrit ton aspect un peu joueur. Ouais. On dit souvent ça d'ailleurs des hommes en bourse, c'est qu'ils ont besoin d'adrénaline. Voilà. Là où les femmes font beaucoup plus d'investissements long terme et font beaucoup moins tourner leur portefeuille et font d'ailleurs de meilleures performances que les hommes. C'est bien noté. Donc moi j'ai besoin de ça, d'avoir une poche qui peut être cash. Parce que qui dit poche de cash dit possibilité d'intervenir en cas d'opportunité bien particulière. Une action qui revient sur une zone de prix intéressante, un mouvement indiciel historique, soit un excès baissier, soit un excès haussier. Et quand tu dis court terme, c'est quoi ? C'est à la journée ? C'est à la semaine ? Plus je vieillis, plus c'est longtemps. Parce que tu peux pas être collé devant l'écran à longueur de journée. Non. Si tu veux, vraiment en toute transparence et sincérité, je pense que je ne suis pas fait du bois du trader. Ouais. Je n'ai pas pu en faire mon métier et ma principale activité. J'ai pas les nerfs pour ça. Je n'ai pas les nerfs. Ça demande une belle maîtrise de ses émotions quand même. Ça demande une énorme maîtrise de ses émotions. Ça demande une rigueur extrême. Et j'ai des exemples de trades, si tu veux, quasi parfaits, où c'est l'exceptionnel qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc tu dois cocher 100 critères. Si tu n'en coches que 99 sur 100, le centième, l'unique dernier, peut faire vaciller la stratégie. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça entame ton temps de vie, puisque le soir, tu es en train de regarder les marchés futurs sur ton téléphone. Le week-end, alors que tu te promènes avec tes amis ou ta femme, tu es dans tes pensées à réfléchir à est-ce qu'on va avoir un gap haussier ou baissier parce que je suis sur une position un peu spéculative. Donc plus le temps passe, moins je trade, moins je fais du court terme. Voilà, parce que je préfère aussi me concentrer sur des choses que je maîtrise plus. Ce qu'on peut dire aussi en disclaimer pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a quand même une large majorité, pour pas dire presque la quasi-totalité des traders ou des boursicoteurs de ce bois-là qui perdent de l'argent sur ce genre de stratégie. Oui, j'ai travaillé chez des courtiers sur le marché d'échange et sur les produits CFD. Ces courtiers, ces 10 dernières années, ont eu pour obligation d'écrire sur leur publicité le pourcentage de traders perdants parmi leurs clients par trimestre. Ah, je l'ignorais ça. Et donc, alors, on est de quel ordre ? On est autour de 75% par trimestre. Donc, c'est-à-dire que si tu répètes l'opération sur 2 années, tu as 90 à 95% des personnes qui font du trading qui perdent. C'est aussi pour ça que... après avoir fait 7 ou 8 ans dans cette industrie-là, je suis revenu à mon amour de jeunesse, les actions, que j'ai travaillé chez Binke Bank, où j'ai rencontré Mathias Bacchino et où on s'est dit que
l'éducation, l'influence, la création de contenu et l'accompagnement des Français devaient se faire sur l'investissement, le DCA, les ETF, le long terme, et non pas justement sur cette partie trading, gambling, qu'on devait être plutôt sur faire moins, mais mieux, et dans une optique très qualitative, très optimiste et fonctionnelle. Plus paresseuse, plus ennuyante, mais peut-être plus performante à long terme et plus dans l'intérêt en fait du peuple et du citoyen dans la maîtrise de son avenir financier. Aussi, et dans l'objectif d'une part de se créer un patrimoine dans lequel tu vas pouvoir piocher si tu as des nécessités, ce qui m'est arrivé récemment, ou de te créer une retraite. Voilà. Et juste sur cette poche-là, pour rester quand même encore sur la poche spéculative trading, quels instruments financiers tu utilises pour te positionner dans cette poche-là ? Ça peut être des actions. Ouais. Des actions au SRD, tu peux faire un petit peu de levier sur des stratégies, ou ça peut être des turbos et varants, donc des produits à effet de levier. N'utilisez pas trop d'effets de levier, cantonnez-vous à des leviers 5 maximum, parce qu'au-dessus on voit les chiffres qui s'affolent, sauf qu'ils s'affolent dans les deux sens. Les débutants, quand ils découvrent les produits de bourse, se disent « ça y est, j'ai trouvé la martingale pour pouvoir déployer plus de capital et faire des gains plus rapidement ». Mais en fait, il faut toujours se concentrer sur sa perte potentielle quand on fait de la bourse, pas sur le gain potentiel. Les turbos sont des produits, par exemple, qui ont des barrières désactivantes. Tu achètes un produit sur un seuil X, tu as une barrière désactivante en dessous, en Y. Si l'actif touche la barrière, ton produit vaut 0. Donc, tu perds 100% de la somme. Là où c'est intéressant, si tu veux, c'est que si tu achètes un produit pour 2 000 € en effet de levier 10, tu vas pouvoir déployer 20 000 € sur la position. Donc, à des périodes où, par exemple, tu es 100% investi sur les actions, par exemple, mais tu vois que l'or est en train de s'extraire de cette zone, il a passé 5 ans entre 1 600 et 2 000 $, et tu vois qu'il s'extrait, mais tu n'as que 2 000 à 3 000 € à ta disposition et tu aimerais en déployer 10-15, là, tu vas pouvoir utiliser le turbo, non pas comme un outil de trading, mais tout simplement dans une optique de diversification, de moyen long terme, et ça va te permettre juste de déployer un petit peu plus de capital en utilisant cet effet de levier. Et après, il y a les varants, qui sont des produits qui, eux, n'ont pas de barrière désactivante, mais qui sont des produits qui ont des échéances temps. Donc, c'est comme des options. Et tu vas jouer la probabilité qu'un actif monte ou baisse, et ce, avant la barrière une certaine date. Ça, c'est notamment quand tu vas avoir le début d'une correction sur les indices et que tu veux protéger ton portefeuille. Tu n'as pas envie de toucher à tes ETF et à tes actions de long terme. Tu veux les garder pour long terme. Imaginons que tu aies 200 000 € de portefeuille et tu te dis j'ai 5 000 € à disposition, je vais prendre un effet de levier de 4 et je vais déployer 20 000 €. Donc l'équivalent de 10% de mon portefeuille pour jouer la baisse, de telle manière que si le marché perd 10% et qu'il affecte ta partie acheteuse et haussière, eh bien ça vienne agir comme une assurance. Une forme de couverture. C'est une couverture. Ok. Sur cette partie clé en action, donc 20% de ces 70%, le reste c'est quoi ? C'est de l'ETF long terme ou aussi du titre vif, de l'action en mode un peu stock picking ? Plus le temps passe, plus c'est des ETF. Plus le temps passe, moins il y a d'ETF. Et je pense que plus on va avancer, plus ça va finir en 100% MSCI World. Ok. Il y a une espèce de rationalisation progressive vers un seul indice pour capter l'essentiel de la performance des marchés. Oui. Alors, ça... Comment dire ? Ça vaut pour la partie trading et ça vaut pour la partie ETF. Je dis souvent aux gens, calculez le temps nécessaire que vous prend cette surperformance que vous arrivez à créer. Je te donne un exemple. Quelqu'un est investi en ETF, il est complètement passif, il fait rien de l'année. Il fait 10%. Et toi, tu as un lecteur qui te dit cette année, j'ai fait du stock picking, j'ai trouvé les bonnes valeurs américaines, j'arrête pas, je suis devant les écrans, j'ai réussi à faire 20%. Tu lui dis d'accord, mais tu as un portefeuille de 100 000 €. Tu aurais fait 10% sans rien toucher. Tu as juste besoin de regarder ton appli une fois par mois, tu es tranquille. Tu as fait 20%, donc 10 de plus. Tu as gagné 10 000 €. Mais si tu y as passé des après-midi entières, des soirées,
des week-ends. Quelle est ta valeur temps, quoi? Quelle est ta valeur temps? Si tu gagnes 10 000 euros dans l'année, mais que ça t'a pris des centaines d'heures, divise le gain réalisé par le nombre d'heures passées, et dans de très nombreux cas, tu te retrouves au salaire minimum. Et le parallèle est le même sur l'immobilier. Hein. Quand tu commences à faire tes travaux, etc., tu peux vite voir que en fait, tu es payé moins que le SMIC. Ouais, Hein. ouais. Si tu veux, le MSCI World, il a cette particularité qu'il est, d'une part, complètement global. D'autre part, il est quand même déjà très américain, donc qui permet de miser sur la tech et les États-Unis, qui sont les marchés les plus porteurs. Mais il te permet aussi d'avoir un petit peu d'Europe, d'avoir un peu d'émergents. Et il va te permettre de ne pas trop subir si l'hégémonie américaine devait ralentir un petit peu. Je ne dis pas que le monde va totalement changer et que la Chine va prendre le dessus sur les marchés financiers, etc. Mais simplement, si demain on se rend compte que les investissements dans l'intelligence artificielle sont incommensurables, que les sociétés ont levé énormément de fonds, que les valorisations commencent à être relativement élevées, que le taux de croissance des bénéfices de ces entreprises commence à décélérer un petit peu, on peut facilement avoir des contre-coups assez violents. Tu peux donc avoir un indice Nasdaq comme en 2022 qui perd 30%, là où ton MSCI World, il va en perdre la moitié. Donc tu vas être beaucoup plus tranquille. Et étant donné que j'ai plus envie de me focaliser sur ma société, mes activités, mon temps de vie, mes investissements physiques. Tu privilégies de plus en plus l'investissement passif. Quoi. Ouais. Et là, tu vois, par exemple, donc, moi, ça fait 3 ans que j'habite à La Réunion. On a décidé d'y rester, de s'y installer. Donc, je vais vouloir investir dans une maison et je vais aller piocher dans mon épargne globale qui était pratiquement 100% marché financier, en fait, pour pouvoir réaliser un projet de vie. Exactement, mais c'est bien de le dire parce qu'en fait, l'argent, l'investissement est un outil à mettre au service de ces projets de vie. Il y a un moment, c'est un moyen à utiliser pour des projets, notamment l'acquisition d'une résidence principale, comme peut y avoir plein d'autres projets de vie. Ouais. Et sur quelle est ta vision? Parce que j'ai une question où j'ai rarement pu avoir une réponse. Je ne sais pas si tu vas l'avoir. Si demain, tout le monde devait investir en ETF, que devient le marché? Alors, on en est très, très loin. Je sais. On en est très, très loin. C'est une question un peu utopique. Probablement qu'on n'arrivera jamais à ça. Mais il y a souvent ce risque qui est souvent brandi, particulièrement par ceux qui font de la gestion active, le fait d'investir uniquement dans des ETF qui vont donc avoir... on va suivre un indice. Donc, typiquement, si on prend le MSCI World, 1500 entreprises à travers 23 pays développés, qu'est-ce qui fait si demain, une très large majorité des gens investissent là-dedans? Est-ce qu'il y a encore un marché? Ça peut amener à une sorte de quasi-automatisation de la hausse des plus grosses pondérations. Ça peut amener à des survalorisations puisque c'est tout le panier qui augmente et pas les meilleurs élèves. Donc forcément, quand tu me dis ça, je me dis forcément il y aura des arbitrages. Il y aura forcément des gens à un moment qui vont arbitrer ça. Alors, si tu veux, la bourse a horreur du vide, dans le sens où si à un moment donné tout le monde va dans un sens, elle va faire en sorte que ça ne marche pas dans ce sens-là. Voilà. Il y aura forcément des arbitrages qui vont être faits, soit par des algos, soit par des sociétés de gestion active qui encore aujourd'hui ont une très grosse part du gâteau. Bien sûr. Et donc, je pense que d'une part, on en est très loin. Et d'autre part, si on devait rentrer dans des périodes de marché un peu plus complexes, la gestion active pourrait reprendre ses lettres de noblesse. C'est sûr. On vient de connaître une des plus belles décennies en termes de performance sur les marchés financiers. Globalement, sur les 100 dernières années, on est à 8-9% de moyenne pour le S&P 500. Je crois que c'est sur les 20 dernières années, on est à 14%. Sur les 10 dernières années, encore plus. Enfin, plus tu regardes les dernières années, plus la performance est mirobolante. Et on peut avoir tendance à se référer à cette performance comme quelque chose qui va être maintenu dans le temps. Certaines grandes banques, sociétés de gestion, ont émis ces derniers trimestres des notes de recherche en expliquant qu'on pourrait tendre vers une performance bien moindre dans la décennie à venir. De l'ordre de 3-4%, plutôt que 10, voire 13%.
C'est vrai. Quelle est justement ta vision aujourd'hui? Parce qu'on est quand même sur des valorisations, sur des niveaux de marché assez hauts. Enfin, tous les actifs sont à peu près à leur plus haut, si vraiment je caricature. Quelle est ta vision là? Et tout ça dans un monde avec beaucoup d'incertitudes, avec un contexte géopolitique un peu difficile. Quelle est ta vision de ça? On a effectivement... les cryptos étaient, il n'y a pas longtemps, un record historique. L'or était un record historique. Les marchés actions européens et américains, le Nikkei, étaient à des Ouais. records historiques. Euh, Tout simplement parce que la dette et les liquidités sont à des records historiques. Hmm. Mais aussi, et je dirais que c'est le moteur principal des marchés sur les 100 dernières années, parce que les bénéfices des entreprises étaient à des records historiques. Ce qui est assez... ce qui peut décontenancer, si tu veux, c'est que si tu regardes à l'intérieur même des indices, le S&P 500, si tu regardes les 7 magnifiques, tu as une croissance phénoménale des bénéfices phénoménaux, mais les 493 bénéfices des restants. 493 sont relativement flats sur les 5 dernières années. C'est un peu le Standard & Poor's, les 7 standards et les 493 Poor's. Donc on a 7 entreprises qui drivent l'indice américain, qui lui-même drive la bourse mondiale, et c'est spécial, mais on va vers un monde de plus en plus digitalisé, on va vers l'IA, on va vers la robotisation, on va vers les nanotechnologies. Et c'est ces grandes entreprises qui sont malheureusement toutes américaines, qui sont sur le créneau, qui ont des liquidités à ne plus savoir qu'en faire et qui peuvent donc racheter les autres et continuer de croître et d'avoir vraiment des avantages énormes. Et il se pourrait que ça perdure un certain temps. C'est le sujet du moment. Est-ce que l'IA est en bulle? Est-ce que ça va continuer? Je crois que on peut avoir des accidents de marché si on se rend compte qu'effectivement les 7 magnifiques deviennent un petit peu moins magnifiques à court terme, parce qu'elles sont plutôt... On a un PER de 24 sur le S&P 500, donc le PER, Price Earning Ratio. C'est relativement élevé. Sur le S&P, il est plutôt achetable à 16, 18 et un peu cher à 24 et plus. Sur les 7 magnifiques, on est à 35 de PER, me semble-t-il. Mais ce qui est rare et cher en bourse. Ce qui est rare et cher, et quand tu vois des boîtes comme Hermès ces 10 dernières années, même depuis son début de cotation, depuis 30 ans, on dit qu'Hermès est trop cher, mais Hermès continue de performer. Donc, bien malin celui qui pourra dire les marchés sont trop hauts, donc on va avoir un krach boursier demain. Oui, je crois qu'il n'y a aucune boule de cristal en finance, en bourse de manière générale. On ne se rend pas compte à quel point l'IA va vite, à quel point elle va transformer les entreprises, à quel point elle va engendrer des gains les usages, c'est sûr qu'on n'a pas on va avoir des gains de productivité gigantissimes. Alors, pour la société, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gains de productivité vont pas être redistribués à toute la population, mais vont être des bénéfices générés par ces entreprises-là. C'est le sujet des inégalités croissantes. Et donc, on va avoir des inégalités croissantes. On a des banques centrales qui désormais soutiennent les marchés, mais en soutenant les marchés peuvent créer de l'inflation. Et c'est Main Street, on dit souvent le combat entre Main Street, la population, et Wall Street. Qui détient la bourse. On a des populations où le chômage va augmenter à cause de l'IA, où l'inflation rogne l'épargne, et où parfois il y a des tensions sociales en Europe ou en France, et où c'est de plus en plus difficile. Et on va avoir des richesses captées par les marchés financiers, les plus riches de la planète, les grandes sociétés de gestion et les personnes qui détiennent de la bourse. Je dirais la lueur d'espoir, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que maintenant, toi, moi, les autres, tout le monde peut le faire. Et j'ai jamais vu autant de personnes, jeunes, moins jeunes, se mettre à la bourse. Certains dans une volonté de faire des performances mirobolantes et de gagner avec la prochaine crypto qui va être multipliée par 20. Bon, ils y reviendront. Oui, on est tous passés par là. Mais sinon, c'est de se créer une épargne, c'est de faire travailler son argent, c'est de faire mieux que le livret A ou les livrets bancaires ou les assurances vie un peu blindées de frais parfois qui sont proposés ces 20 dernières années aux Français. Les gens veulent prendre leur argent en main, de toutes les CSP, de tous les âges, de tous les sexes. Alors, certains dans une volonté de se protéger
contre l'inflation, d'autres de vouloir gagner de l'argent, d'autres de se diversifier en ayant des métaux, des cryptos ou des monnaies, de se protéger contre les tensions géopolitiques et les risques de ceux qui pensent qu'on pourrait ponctionner des assurances vie ou des comptes bancaires. Ils vont acheter de l'or ou ils vont acheter des cryptos, ou ils vont mettre de l'argent sur du franc suisse ou des choses comme ça. Mais grosso modo, que ce soit pour des raisons d'avidité ou de peur, tout le monde s'y met. Mais c'est partagé. Et au final, je dis souvent ce qu'on est tous les deux dans ce milieu-là, et presque dans ce marché-là, celui de l'éducation financière. Oui. Ça fait longtemps qu'on parle d'éducation financière, aussi longtemps que je me souvienne et que je m'intéresse à ces sujets. On parle d'éducation financière, mais je ressens depuis quelques années, je pense 2020 où il y a eu un vrai pivot, ça devient un véritable marché qui se structure. Il y a un besoin des individus de comprendre. Il y a aussi une méfiance généralisée envers le système financier, peut-être abreuvé de ces fameux frais, etc. Et donc, il y a la nécessité de chaque individu de s'éclairer sur ces sujets-là. Et toi, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu constates aussi sur tous tes followers que tu peux avoir sur les réseaux. Le Covid, c'est dingue parce que ça a été une explosion des réseaux sociaux. C'est parce que les gens avaient le temps. Les gens avaient le temps. Ouais. Les gens avaient le temps et puis il y a eu des hausses stratosphériques, baisse historique, et où les gens avaient désormais, grâce à YouTube et autres réseaux sociaux, la possibilité de comprendre que les baisses historiques sont des opportunités historiques. Alors qu'avant, tu sais, moi, quand j'ai commencé, YouTube, il n'y avait pas, c'était des bouquins, on ne nous en parlait pas à l'école, donc c'était très compliqué d'avoir des notions de bourse. Et avant le Covid, les investisseurs français et autres, l'investisseur individuel, suivaient cette courbe de la courbe du sentiment de l'investisseur. En bas, on est en dépression, on coupe ses actions, puis on regarde la hausse se faire, puis le journal télé en parle, puis ça monte, on achète, et hop, ça baisse, non, la bourse, c'est pas pour moi, etc. Maintenant, les gens ont compris qu'il y a des cycles boursiers, que les crises peuvent être plus ou moins graves, plus ou moins longues, mais que les crises permettent dans le temps d'acheter et de se constituer des opportunités générationnelles comme celle du Covid. Pendant le Covid, on a eu des hausses exceptionnelles, hausses sur les indices, hausses sur les actions, hausses sur les cryptos, et énormément de gens se sont mis sur toutes les classes d'actifs. Et depuis 2-3 ans, maintenant, les gens s'intéressent même à l'investissement dans l'art, au private equity, à l'investissement dans le vin, au marché des montres. Oui, il y a tout un univers financier qui s'ouvre avec un certain nombre d'actifs. C'est super intéressant. Moi-même, ces dernières années, j'ai fait un peu de private equity. Tu me parlais de mes poches. Ça, c'est une poche hors marché financier. Que j'extrais d'ailleurs de la poche marché financier parce que la poche marché financier, elle est par définition liquide. Si demain... Donc ton fameux 70-20-10, on est vraiment sur quelque chose où il y a une forte liquidité. Tu peux sortir Je peux pratiquement tout couper en quelques clics du jour au lendemain. Et ça, l'investisseur particulier ne se rend pas compte à quel point c'est une chance par rapport à l'investisseur institutionnel. Les fonds d'investissement qui sont UCITS en France, donc il faut être UCITS pour pouvoir faire de la promotion de son produit, doivent être réglementation européenne. 100% investis tous les soirs. Il y a un krach boursier, ça chute, ils doivent rester investis. Et pour la petite anecdote, tu vois, je me rappelle de 2008. Je faisais mes premiers pas en bourse. J'étais chez Zone Bourse en analyste à ce moment-là. Et il y avait une société de gestion parisienne très connue. Qu'on ne citera pas, c'est ça ? Qu'on ne citera pas. qui nous appelait pour nous demander, selon nous, parce qu'on avait des très bonnes analyses, très bonnes performances et une bonne lecture du marché à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut acheter pour perdre le moins ? Tu vois, vu que je suis obligé d'être 100% investi, je peux pas rester cash. Et qu'on voit des valeurs du CAC se prendre des moins 10, moins 15 en séance, laquelle va faire moins pire que les autres tu vois Alors que le particulier, lui, peut se couvrir, se diversifier, sortir tout simplement, rester cash. C'est généralement déconseillé, puisque quand on regarde tous les chiffres, bien sûr, il vaut on a mieux tendance rester à investi. louper. Bien sûr. Mais les gens ont compris. Les gens ont compris, les gens comprennent qu'il faut se diversifier. Les plateformes, moi, quand j'ai acheté mes premières actions, je payais 1% à l'achat, 1% à la vente.
Je payais des tenues d'ouverture de compte, des frais des droits de garde, des rapports. Est-ce que pour passer un ordre, c'était compliqué aussi? Ah bah Est-ce que ça se déjà, faisait quand même en ligne ou il fallait signer un papier et l'envoyer à son intermédiaire? les toutes premières, j'ai dû passer à la banque signer un papier, ouais. Ouais. Ensuite, c'était le temps que le modem 56K se connecte à l'internet, quoi. Donc tu passes un ordre de bourse, il te fallait avoir une demi-heure devant toi. Et ça coûtait extrêmement cher. Ouais. Et c'était pas pratique. Ouais. Aujourd'hui, tu as accès à toutes les actions de la planète, à des milliers d'ETF, à toutes les matières premières, à des ETF maintenant sur le Bitcoin et les cryptos. Et tu as une démocratisation de toutes les classes d'actifs. Tu peux acheter des obligations, tu peux faire du private equity. Avant, le private equity, c'était 100 000 euros minimum. Maintenant, il y a des marques qui te le proposent à 500 euros. Les obligations, même chose. Tu as le fractionnement d'actions. Donc, un jeune qui ne peut pas s'acheter une action Eli Lilly à 1 000 $, il a que 50 $ à mettre, il va pouvoir acheter 50 $ de fraction d'action. Donc ça veut dire que on va pouvoir commencer extrêmement jeune. Et tu as même maintenant les comptes pour enfants chez certains courtiers pour que les parents puissent commencer à mettre 20, 30, 50 euros par mois sur un compte diversifié pour, à 18 ans, que leur enfant ait de quoi se payer un bout de la location de son appartement ou de son école de commerce, etc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pas le nom de l'étude, mais globalement, il est prouvé que quand tu crées un compte d'investissement pour ton enfant et donc que tu lui en parles à son adolescence, il va donc plutôt s'intéresser à l'éducation financière et à l'investissement et il va prendre ses finances en main beaucoup plus tôt et qualitativement. Et il passera peut-être pas par cette période crypto, levier, c'est x20. peut-être parce qu'il a, comme on dit, skin in the game. Il est déjà investi, et c'est vrai. C'est une bonne manière, c'est d'être vraiment dedans pour s'y intéresser, quoi. Moi, j'ai des amis qui font pas du tout de bourse. Je leur ai dit, voilà, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos enfants. Ils ont acheté, certains achètent des appartements, ont déjà des projets de vie, etc. Je leur dis, si vous le faites pas pour vous, là, faites-le pour la génération à venir. Puis maintenant, tu as même des options où tu peux dire aux grands-parents ou aux parrains de l'enfant de lui acheter à Noël plutôt que d'acheter la 14e poupée ou poussette à la mode. La finance et l'investissement n'a jamais été aussi accessible, poussé par ces fintechs qui rendent ça extrêmement accessible, extrêmement pédagogique aussi, et extrêmement simple en termes d'expérience utilisateur. Ce qui manque encore, à mon sens, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est l'éducation, quoi. Ce qui manque en fait encore aujourd'hui pour que la majorité de la population s'y intéresse, parce que de plus en plus s'y intéresse, mais on est encore très très loin d'avoir touché l'ensemble des citoyens et de leur faire comprendre qu'il y avait un intérêt primordial à s'occuper de leurs finances. Et ça peut passer que par l'éducation, la pédagogie, la répétition aussi, comprendre aux gens que tout ça c'est accessible, ils peuvent le faire, qu'il faut un peu s'y intéresser, certes, mais qu'il y a après plein de manières de mettre tout ça en œuvre, soit soi-même, soit pourquoi pas en se faisant accompagner pour ceux qui en ont besoin. Il y a 400 000 personnes le trimestre dernier qui ont passé un ordre sur un ETF. C'est ridicule. Oui, quand on est 66 millions de Français, c'est sûr. Bah oui. Donc ça veut dire qu'il y a... Et quand on a 6 400 milliards d'euros d'épargne en France, dont plus de 50% sont sur des placements dits sécurisés, fonds en euros des assurances vie, comptes courants et les différents livrets bancaires. Les gens font du monétaire, ça rapporte pas grand-chose. Les gens font de l'assurance vie et ils doivent absolument ouvrir le capot de leur assurance vie pour se rendre compte qu'il faut parfois changer de prestataire, de frais de gestion, renégocier, changer ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe, etc. Moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui découvrent la bourse et qui commencent à faire leurs DCA, leurs investissements, compte titre, PEA. Puis un jour, ils me disent, bon, Nicolas, je viens de regarder l'assurance vie que j'ai ouvert il y a 20 ans chez la banque X. Je suis à plus 25% en 15-20 ans, avec les marchés qui ont explosé à la hausse. Et là, tu peux même faire parfois des calculs et lui dire, en fait, ta banque a gagné plus que toi. Ouais, bien sûr. En frais.
Bien de sûr. performance. Mais il y a une étude, et pour le coup, une étude, une simulation faite par l'AMF sur un contrat d'assurance vie moyen sur 100 euros par mois placé à 5% de rendement brut Mhm. et qui éclate en fonction des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais courants des fonds, de ces fameuses unités de compte, plus de 50% de la performance part en frais. Et le compte courant, c'est de la folie, hein. Ah, le Il y a compte courant, 700 milliards d'euros des Français qui sont sur des comptes courants non rémunérés. ouais. C'est-à-dire que on a eu des taux de la BCE qui étaient à 4,5%. Mm. Ça veut dire qu'une personne qui avait 100 000 euros en banque dormant sur un compte aurait pu toucher tous les ans 4 000, 4 500 euros d'intérêt parce Mm. que son argent travaille. Or, cet argent a été encaissé par les établissements bancaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent qui est sur un compte courant, elle est placée à Il la travaille. banque au taux de la banque centrale. Ouais, ouais. Donc, clairement, oui. Et j'ai une amie de ma femme qui travaille dans le milieu médical, qui fait pas du tout de bourse et qui voulait se mettre dans la bourse, mais qui avait peur de la volatilité de la bourse Du et s'il y a risque. une crise et tout ça. Et elle me dit, bah voilà, j'ai depuis plusieurs trimestres, 2-3 ans, 50 000 euros sur mon compte courant qui dorment, qui ne font rien. Et je lui dis, mais tu aimerais mettre combien en bourse? Bah, j'aimerais commencer avec 100 euros par mois. D'accord. On était à ce moment-là à des taux d'intérêt de 3%. Donc, je lui ai parlé de Trade Republic avec qui je travaille, qui rémunérait le compte courant. Je lui dis, bah voilà, tu vas mettre tes 50 000 euros sur ton compte courant. Rien que d'ouvrir le compte et de les placer là plutôt que de les avoir dans ton compte bancaire, tu vas toucher 1 500 euros d'intérêt. Bon, moins flat tax, etc. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent Pour et qui sont pointilleux. Hein, on les connaît. Allez, on va dire qu'elle gagne 1 000 euros grâce à ses intérêts. Et je lui dis, bah tu vois, tu vas pouvoir mettre 100 euros en bourse tous les mois. Tu vas pouvoir acheter du MSCI World. Ah, tu aimes bien Nike, elle a beaucoup baissé. Bah, tiens, on va t'acheter un peu de Nike, même si le DCA sur action, c'est pas grave, il faut un petit peu d'affect parfois. Tu veux un peu de métaux, tu veux un peu de crypto, on fait un package sur le 70-20-10 dont je te parlais tout à l'heure. Résultat, bah, elle s'est créé un DCA et je lui ai dit, bah voilà, si à la fin de l'année, c'est la fin du monde au point que tes actions, tes cryptos, tes métaux ont perdu 90%, c'est pas grave parce que tu auras gagné les intérêts de l'argent de ton compte courant qui sont maintenant rémunérés et qui remplissent ta poche. Donc en fait, tout ce que tu vas mettre en bourse, c'est du plus, c'est du gratuit. C'est comme si c'était de l'argent qui était sorti de nulle part et juste parce que tu avais changé de compte, c'est une manière de voir les choses. tu Pour peux se mettre le les pied à investir. l'étrier, quoi. Ouais, et maintenant elle est toute contente et elle en parle à ses copines. Génial. Donc ça, c'est ta poche, la poche action, 70%. Maintenant, sur la poche métaux, je suis curieux. Donc, tu nous parlais du platine un peu avant. Ouais. 20% en métaux. Donc, dedans, il y a l'or, c'est métaux précieux. Ouais. Hein. Comment tu fais pour investir sur cette classe d'actifs? Bah, il y a deux possibilités. L'or physique, l'or papier. Ouais. L'or papier, c'est un ETF, c'est un ETC, ETC. parce que donc les ETF dans les matières premières s'appellent des ETC, c'est les commodities. Aujourd'hui, tu peux très simplement acheter de l'or, de l'argent, du cuivre, du palladium, du platine, de l'uranium. Via ce papier, cet ETC. Oui. Et ça a une dimension de jouer la thématique, enfin de mettre à profit la thématique dans ton portefeuille. Il est prouvé, si tu veux, que sur les 20 dernières années, avoir un mix entre indices boursiers et métaux fait baisser ton drawdown. Donc le drawdown, c'est la différence que tu peux avoir à un moment donné entre le point haut et le point bas de ton portefeuille. Sur une période donnée, sur un an généralement. Ouais. Et en fait, l'exemple qu'on donne souvent, c'est la période 2007-2010 où tu as les marchés financiers qui s'effondrent et l'or qui monte. Et du coup, ton or a protégé ton portefeuille. Et les deux, en fait, fonctionnent. C'est une forme de décorrélation, en fait, entre ces actifs. De moins en moins, parce que j'ai l'impression que les flux monétaires font que tous les actifs vont de pair.
C'est vrai qu'historiquement, de base, l'or a tendance à monter dans les périodes de crise, sauf que là, tout va bien, tout est haut un petit peu partout, et l'or grimpe presque aussi plus rapidement même que les marchés financiers. Est-ce que c'est une crise géopolitique? Est-ce que c'est une crise sociétale qui fait ça? Ou est-ce que c'est une crise de confiance dans le système financier basé sur la dette? Je pense que c'est un peu de tout. Ouais. Donc avoir de l'or... si j'en avais... Quand on était en l'an 2000... Ah, mais des si en finance, en investissement, je peux t'en faire plein. Ça, c'est la petite histoire. J'avais un petit peu de sous en l'an 2000 et mon père m'avait dit ceci n'est pas un conseil en investissement. Lui n'était pas du tout financier, etc. Il m'avait dit peut-être qu'il faudrait que tu achètes de l'or, mais je sais pas. Puis à cette époque-là, l'or papier, ça n'existait pas. Fallait aller dans un magasin, acheter de l'or physique. Toi, t'es minot, tu te dis pas que ça peut être cool. L'or était à $100. Mais est-ce que tu l'aurais conservé? Parce que ça, c'est très souvent, tu vois, le Bitcoin, si j'avais su, je m'y étais intéressé en 2010, en 2011, en 2012. Est-ce qu'on l'aurait encore si on avait vraiment investi à cette période-là? Très certainement que non. Et c'est une transition parfaite pour parler de l'or physique. Parce que l'or physique... Plus difficile à vendre. C'est plus difficile à vendre. Alors, ça l'est de moins en moins, parce que tu veux le vendre dans une boutique à Paris. Des comptoirs un peu partout. Voilà, tu peux le faire. Si tu passes par mon partenaire avec qui j'ai acheté du platine récemment, tu peux acheter de l'or physique qui est dans un coffre à Genève. Et donc, tu peux soit te le faire livrer, soit le laisser en coffre. Mais si tu le laisses en coffre, tu peux aussi le vendre très facilement, en quelques clics. Et c'est pas mal d'avoir un petit peu d'or physique chez soi, mais c'est plus un kiff, c'est d'avoir des Napoléons ou des petites onces. Alors ça a un côté un peu anti-système. Oui, alors si demain les banques sont fermées, que l'internet ne fonctionne plus, j'ai un petit truc qui vaut quelque chose. Ça a un côté aussi plaisir, parce qu'une once d'or, c'est quand même super beau. Moi, j'ai une pièce d'argent d'1 kilo. Elle n'est pas chez moi, ne venez pas chez moi. De toute façon, t'es en train d'acheter ta maison, donc pour l'instant, on ne connaît pas l'adresse. Non, j'ai pas laissé ça chez moi. Et ça, c'est une question sur les métaux physiques, l'or physique, l'argent physique. C'est quand même la question du stockage, de l'assurance ou du risque supplémentaire pris là-dessus. Bon, il y a la même chose sur les cryptos en réalité, mais... Il y en a qui mettent ça comme un bloqueur de porte ou un presse-papier. Tu te rends pas compte qu'il y a du platine ou de l'argent posé sur le truc parce qu'il est en évidence. Il y en a qui le mettent dans le fond du jardin. Il y en a qui remplacent une brique dans leur maison. Des histoires, j'en ai vu plein. Du coup, il y en a qui les oublient. Ou il y en a qui ne le disent pas à leur famille. Du coup, ils décèdent et derrière, on ne trouvera pas l'or. Ou bien c'est un mec en faisant des travaux dans un appartement qui va le retrouver, qui sera content. Il y a des histoires comme ça qui sont complètement dingues. Les gens peuvent avoir des coffres chez eux, ou bien les gens peuvent avoir un coffre à la banque. Ou bien tu peux avoir un coffre à distance avec un prestataire. Et il y a quelques années, avant 2020, j'étais passé par un fondeur d'or en Suisse et j'avais acheté des onces d'or. Et là, du coup, c'était beaucoup plus... difficile à vendre, je les laissais pas chez moi. Enfin, j'avais pas envie de les vendre. De toute façon, c'était un achat de long terme. Et du coup, le physique te permettait... permet ça. Il y a moins de réactivité face aussi à l'actualité ou autre. C'est sûr. Donc, un mix physique-papier. Toi, aujourd'hui, c'est dans cette poche-là, c'est un peu... T'as à la fois du physique, à la fois du papier. Et ce pourcentage va varier en fonction de ce que font les marchés. Tu vois, je vais être plus facilement enclin à vendre un petit peu d'or ou à vendre mon platine quand il y a un mois, l'or est à $4 300, on en parle à la télé et qu'on voit des vidéos avec des Américains et des Australiens faire la queue dans la rue pour acheter une petite once chez Costco dans des grandes surfaces. Là, tu te dis, bon, à 2000, personne n'en veut. À 4003, tout le monde fait la queue. Et donc, comme sur ta partie action, tu peux utiliser des produits dérivés pour jouer un peu plus de court terme sur les métaux précieux? Non, je peux. Ok. J'aurais dû le faire sur le platine, tu vois. Appelle-moi la prochaine fois. Mais non, c'est plus la partie trading, c'est plus la partie action indice. La partie matière première, c'est plus la partie construction, protection, diversification, long terme.
On en vient à notre dernier point de ton allocation type, c'est 10%, un peu plus spéculative, de crypto. Ouais. Donc, comment est-ce que tu... Alors déjà, est-ce que tu es sur... Parce qu'il y a crypto et crypto, est-ce que tu te positionnes sur toutes les cryptos? Ou quand tu parles de crypto, tu parles plus de Bitcoin? Alors non, moi je suis un noob total, j'ai pas de ledger, j'ai pas de cold wallet, Ok, je suis encore un vieux de la finance tradi qui a pas compris, ok. selon... Mais c'est vrai que la philosophie crypto est plus de sortir ses fonds, de détenir ses propres Si je crypto-monnaies. veux avoir de la crypto, de toute façon, pour moi, il n'y a que Bitcoin qui... Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai rencontré des Bitcoin maximalistes qui m'ont expliqué qu'il n'y avait que Bitcoin qui avait les propriétés de Bitcoin et qui faisait que Ouais. il était rare, il était spécial, etc. Puis, il y a le fait que la finance tradie, si elle met le doigt, comme elle est en train de le faire dans les cryptos, le fera sur les actifs les plus liquides, les plus solides, et ce sera principalement sur le top 5. Mm. Et dans le top 5, tu peux voir qu'il y a des périodes où l'Ether, par exemple, Ethereum a complètement sous-performé, d'autres où Solana était très bien. Mais au final, Bitcoin, quand tu regardes les performances, est déjà tellement sur des performances Bien sûr. stratosphériques par rapport au reste qu'il faut vraiment avoir Et envie qu'il a les meilleurs de... fondamentaux, voilà. On va dire que de par ma formation, mes connaissances, si j'ai envie de faire du leverage, je préférerais faire un trade levier 30 sur le Nasdaq que d'aller faire du Solana. Voilà. Ok. Mais ça, c'est une question d'âge, d'appétence et de connaissances. Par contre, c'est vrai que avant 2017, je pensais que c'était un épiphénomène. Avec la hausse de 2017 et la grosse démocratisation qu'il y a eu, j'ai compris que ça ferait partie du décor dans les années suivantes. Fin 2017, je m'en souviens encore, on était à Noël. Et là, je parlais de bulles parce qu'on avait tout. On avait la surmédiatisation, une hausse parabolique, l'entrée du public et des recherches Google sur comment je peux acheter du Bitcoin en carte bleue pour Noël, pour les petits-enfants et tout ça. Donc là, on était dans un effet de bulle. Ensuite, on est descendu fortement. Mais là, j'ai rencontré des gens dans la communauté crypto qui travaillaient sur des protocoles, qui travaillaient sur des boîtes, qui travaillaient sur des médias. J'ai rencontré notamment les journalistes du média The Big Whale qui m'ont montré à quel point, même dans les marchés baissiers, il y avait une telle appétence dans le secteur que, à l'image de l'IA aujourd'hui qui lève des millions, des milliards, enfin même des centaines de milliards et des milliers de milliards, la communauté crypto était en train de créer quelque chose et que ça allait rentrer dans le paysage, dans l'univers. Dans le paysage, voilà. Donc à partir de ce moment-là, 2019-2020, Covid, je suis devenu un petit peu plus crypto-friendly en disant qu'avoir 5-10% de crypto en portefeuille me semble tout à fait légitime. C'est une communauté qui est magnifique, la communauté crypto, mais en fait, elle a les pires et les meilleurs individus. On a des jeunes de 20-25 ans qui ont compris qu'on était dans un système de dette, que tout reposait sur les banques centrales, que... il y a quelque chose qui clochait et qui sont des gens très smart. J'en ai rencontré et je me suis dit waouh, à 22 ans, il en sait. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y connaissent beaucoup mieux sur le système monétaire en s'étant intéressés justement à la crypto-monnaie. Et il y en a plein qui disent si t'es pas full Bitcoin, t'es un abruti. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que au fur et à mesure des bear markets, ils apprennent le respect des autres classes d'actifs. Et de leur historique. Et et là-dessus, je suis un petit peu... C'est le meilleur actif pour montrer que le DCA, c'est important. Ouais. Okay. C'est aussi un très bon actif pour montrer la courbe du cycle émotionnel de l'investisseur. À chaque fois qu'on est tout en haut, tout le monde dit ah, ça va péter à la hausse. À chaque fois qu'on est tout en bas, tout le monde dit ça vaut zéro. Mais du coup, on peut s'en servir, soit en essayant de timer le marché, parce qu'il a une cyclicité extrêmement rythmique, mathématique, assez hallucinante. D'ailleurs, à ce sujet, on vient de faire 3 ans de hausse, donc en théorie, 2026, ça va être un peu compliqué. Mais qui dit compliqué dit baisse potentielle, qui dit baisse potentielle dit opportunité. Voilà, s'ils ont suivi jusque-là, c'est ce qu'ils vont pouvoir retenir. Et après, il y a ceux qui font du DCA, voilà, qui ont compris qu'en fait, le DCA sur les différents cycles ferait mieux que les tentatives de market timing parfois ratées, et que le DCA Bitcoin suffirait à faire une performance crypto très appréciable.
Et il y a de plus en plus d'études de sociétés de gestion ou d'émetteurs d'ETF sur les cryptos qui sortent expliquant que avoir 5% de crypto-monnaie dans un portefeuille peut dynamiser la performance sans faire exploser le drawdown. Donc c'est intéressant. Il y a quelque chose que j'aimerais quand même bien voir, moi, sur les crypto-monnaies, c'est qu'elles n'ont jamais connu de bear market. Elles ont connu des baisses, mais pas pour toi de bear market. De bear market action, je dois préciser. Entre 2000 et 2003, les marchés actions souffrent pendant 2 ans et demi, 3 ans. On a des boîtes qui perdent 90%, les gens perdent totalement confiance, il y a des sorties de capitaux, c'est la dépression. Je ne l'ai pas connu, moi, ça. Enfin, je l'ai connu dans le sens où j'ai reçu un petit peu d'argent d'un héritage quand j'avais 16-17 ans. Mon banquier m'a gentiment dit « mettez-le sur les actions, ça cartonne en ce moment ». On était en 1999-2000. Donc j'avais 15-16 ans. Bon timing. J'ai perdu un bon 50% sur des OPCVM de mon banquier. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Parce que je me suis dit, si le banquier perd 50%, je pense que j'aurais peut-être pu faire pareil. Ou moins bien. Voilà. ou moins pire. Moins pire. Et c'est ce qui a éveillé ma curiosité sur les marchés financiers. 2007, c'est mon premier job. Je bosse chez Zone Bourse et je fais 1 an en 2008 en césure. Et j'étais l'assistant d'un gérant de fonds sur un petit fonds d'investissement familial de 4 millions d'euros. Et ça a été une année passionnante parce que lui, il adorait les small caps. Les small caps se faisaient démonter. On a couvert le portefeuille. On a couvert le portefeuille des produits CFD. C'était le tout début des produits CFD. On faisait beaucoup d'allers-retours. Je crois que sur un portefeuille de 4 millions, on a fait 400 millions d'euros de cession dans l'année. Et on a fini l'année à -1. Mais pour revenir à cette compréhension de ce qu'est un bear market, quand on est à -40, on se dit il y a des opportunités et tout. Quand on arrive à -50, -55, qu'à la télé, il y a les bancaires qui sont mal au point que l'État doit intervenir, que l'Europe lance du soutien au système bancaire, que Renault et Peugeot étaient dans la panade et que, en fait, autour de toi, les gens sont en train de perdre leur boulot, c'est dur d'investir. Et là, encore une fois, le DCA te permet de garder tenir. le cap. Et ben, une période comme ça, de 2-3 ans de grosse souffrance, on n'en a pas eu depuis. C'est vrai. Le Covid, c'est un épiphénomène. C'est vrai. 2022... c'est une correction progressive. Tu regardes le MSCI. Et assez courte, finalement. Elle dure 9 mois. Le MSCI World perd 15-18%. C'est pas... Le Nasdaq perd peut-être 30, à un moment 32. Mais on n'est pas sur les 60. C'est autre chose, 60. Alors, y aura-t-il encore des bear markets dans un monde où les liquidités sont énormes et où les banques centrales, à tout moment, peuvent te sortir un chèque de milliers de milliards et soutenir artificiellement les marchés? Je suis curieux de voir la suite. Mais l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Et je pense qu'il serait présomptueux de penser qu'on n'aura plus de correction qui dure 1 an et plus. Et je pense qu'à ce moment-là, on verra, parce que la crypto, si tu veux, c'est la poche la plus spéculative qui soit, c'est l'actif risqué par essence. On dit souvent que c'est du Nasdaq en levier. Et en cas de bear market action, je me demande si le respect des cycles, par exemple, se fera. Bonne question. Et on voit bien que la volatilité intrinsèque du Bitcoin baisse progressivement au fur et à mesure de son adoption. Donc on a eu des corrections de 94%, puis 92%, puis 86%, puis 75%, me semble-t-il, au terme du dernier cycle. Donc partant de ce principe que la volatilité baisse parce que ça devient de plus en plus gros et qu'il y a de plus en plus de monde dessus, on pourrait se dire, OK, donc au prochain cycle baissier, il fera peut-être que -50 ou -60. OK. Mais quid d'un bear market action? Écoute, peut-être que l'avenir nous le dira. Un grand merci, Nicolas, d'avoir participé. C'était un privilège de pouvoir t'accueillir.
on te retrouve. Est-ce que j'ai besoin de dire où on te retrouve? Parce qu'on te retrouve partout. Vous tapez Nicolas Chéron sur n'importe quel réseau social, vous le trouvez. Mais tu as ton site web, nicolaschéron.fr. Ça dépend ce qu'on cherche, mais grosso modo, si vous voulez découvrir un petit peu mes contenus, vous pouvez aller sur mon site web nicolaschéron.fr. Il vient d'être fait, il est tout neuf. Eh ben, on mettra le lien en commentaire. Et on peut s'inscrire à ma newsletter avec toutes sortes de newsletters thématiques. J'en envoie pas beaucoup, 2 par mois. Et puis il y a aussi une rubrique articles que je suis en train de développer avec de la pédagogie pour accompagner les gens qui démarrent, pour démarrer et mettre le pied à l'étrier sur les méthodes d'investissement, la location, les brokers, enfin tous les outils nécessaires et les ressources nécessaires pour démarrer. Eh ben, on met tout ça en commentaire. Un grand merci beaucoup, Nicolas. à bientôt. Salut.